Et si une vision anticapitaliste du monde était en réalité en train de gagner les esprits sans que l'on ne s'en rende compte? Cette théorie, ce n'est pas la mienne. C'est celle du dernier livre de l'économiste et sociologue Bernard Friot, coécrit avec le philosophe Bernard Vasseur. Ils partent de ce constat. Les initiatives remettant en cause le capitalisme fleurissent dans notre pays, et cela laisse présager, selon eux, une remise en cause totale de ce système, sans que cela ne passe nécessairement par les institutions. À leurs yeux, le début de cette ère post-capitaliste se constate dans toutes les explorations d'expériences d'entreprise et d'organisations horizontales, dans l'exigence grandissante d'un vrai respect de la diversité du vivant ou dans l'invention en cours d'une agriculture alternative à un agro-business dévastateur et sans paysans. Cela passe par les ZAD et les soulèvements de la terre, par l'expérimentation de nouvelles manières de lutter, par l'impulsion donnée à une réflexion sur ce que pourrait être une propriété des terres qui ne soit plus une domination des espaces et une exclusion des personnes, ou encore par la détermination à conquérir l'égalité des territoires, tout comme le mouvement MeToo, avec son affirmation ferme d'une égalité homme-femme. Enfin, ce sont aussi les mobilisations contre toutes les résurgences du colonialisme qui les amènent à cette vision du monde. Alors évidemment, au vu de la situation politique actuelle, cette analyse n'est clairement pas la plus consensuelle. Mais elle a le mérite d'apporter une forme d'espoir à celles et ceux qui pensent que nous sommes condamnés à se faire broyer par un système capitaliste prédateur, une politique de l'intolérance et de la violence sociale. Avec ce livre, les auteurs recensent tout un pan des résistances qui existent bel et bien. À chacun, à la fin du livre ou de cet entretien, d'imaginer l'avenir qui lui semble le plus probable. Pour en discuter, je reçois Bernard Friot dans cette nouvelle émission économique et politique pour Blast. Alors Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et économiste, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vos travaux sur le salaire et la sécurité sociale sont des références dans le domaine universitaire. Vous êtes notamment connu pour avoir théorisé la notion de salaire à vie et pour avoir produit de nombreux travaux sur la comparaison des systèmes de production sociale en Europe. Vous êtes l'auteur également de nombreux ouvrages, dont L'enjeu du salaire, Le travail, enjeu des retraites, Prenons le pouvoir sur nos retraites, tous les trois aux éditions La Dispute. Et aujourd'hui, vous co-signez ce livre avec le philosophe Bernard Vasseur, Le communisme qui vient, aux éditions La Dispute toujours. Alors, je l'ai dit, vous avez déjà écrit de nombreux livres sur le travail, les salaires, les retraites, la protection sociale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire aujourd'hui ce nouvel ouvrage qui traite aussi de toutes ces thématiques, intitulé Le communisme qui vient? C'est l'impuissance de la gauche à offrir une alternative désirable et dynamique à la montée en puissance des thématiques du Rassemblement national. Et donc, vous commencez par écrire, on désignera comme inversion capitaliste de la production cette triple instrumentalisation des travailleurs niés à la fois comme décideurs et comme acteurs concrets du travail, des produits du travail niés dans leur finalité de réponse à un besoin social et du travail lui-même nié comme action collective de métabolisme avec la nature. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vraiment que vous nous donniez votre définition du capitalisme et la différence avec l'inversion capitaliste. La gauche radicale, qui est celle dont nous faisons partie, Bernard et moi, peine à poser le travail au cœur de la politique d'une façon correcte. Il y a deux façons de poser le travail au cœur de la politique. L'une qui est capitaliste et l'autre qui est précisément communiste. La façon capitaliste, c'est chacun doit pouvoir être fier de vivre de son travail. Non pas fier de son travail, attention, fier de vivre de son travail, y compris en faisant des travaux qu'il n'a pas décidés, qui le font souffrir, on parle beaucoup de souffrance au travail, avec lesquels il est en désaccord pour des raisons écologiques en particulier. Mais dès lors qu'il vit de son travail, alors il est méritant. Il y a un mérite qui est de vivre de son travail. Le mérite n'est pas du tout de contribuer à la décision sur le travail, mais d'être rémunéré après avoir posé un acte de travail que l'on n'a pas décidé. Donc en fait, c'est le fruit de son travail qu'on valorise et pas le travail en soi. Voilà, tout à fait. Dans le capitalisme, le contenu du travail n'est pas du tout objet de débat. C'est même un débat interdit.
Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie se réserve le monopole. Là, il faut bien fonder le monopole du travail. Il faut bien fonder ce que c'est qu'un pouvoir de classe. Une classe a le pouvoir, non pas parce qu'elle a le pouvoir sur l'argent, comme on le dit trop souvent, et alors on va, lui, par une bonne politique fiscale, lui prendre de l'argent, mieux répartir la valeur, enfin, etc., etc. Tout ça, c'est des impasses dans lesquelles la gauche, y compris radicale, est encore complètement enfermée. L'origine du pouvoir, c'est le pouvoir sur la production, parce qu'une société, elle n'existe que si elle se reproduit en produisant des biens et des services. Et qui a le pouvoir dans une société ? Eh bien, la classe qui décide de ce qui va être produit, de qui produit et de comment on produit. Comme nous ne décidons pas au travail, nous ne sommes payés qu'après avoir posé un acte de subordination. La bourgeoisie s'assure qu'on a bien fait le travail qu'elle nous impose, alors même que, éventuellement, on peut être en désaccord total avec ce que l'on fait. Par ailleurs, le contenu même du travail n'est l'objet d'aucun débat public. Qu'est-ce que c'est que le communisme ? Ben, c'est l'inversion de cette inversion. L'inversion en question, c'est le fait au lieu que la production repose sur ses pieds, les producteurs, la production repose sur une classe qui instrumente les producteurs. Et comme vous l'avez rappelé dans votre citation, qui instrumente les producteurs, qui instrumente le travail. Le travail, il n'est pas fait pour l'utilité sociale qu'il représente. On ne cultive pas des pommes de terre pour l'utilité sociale de la pomme de terre. Il est fait pour le profit qu'il va générer. On cultive des pommes de terre pour le profit que cette culture va générer, pour que la poursuite de notre présence comme espèce sur la planète soit possible. Mais alors, j'aimerais quand même qu'on définisse ce que c'est que le capitalisme. Parce que c'est un mot qu'on entend partout, qui aussi revient dans l'ouvrage. Vous, quelle est la définition comme ça que vous donneriez du capitalisme ? Le capitalisme, c'est lorsqu'une classe sociale a le monopole sur le travail. Donc, c'est pour ça que vous mettez vraiment le travail au cœur de vos travaux. Et bien sûr. Et que c'est comme cela aussi que nous proposons une alternative désirable au discours du Rassemblement national qui repose lui aussi sur le travail. Mais en disant, nous devons être fiers de gagner notre vie par notre travail. C'est tout à fait autre chose. C'est la religion capitaliste du travail. Et puis ces assistés qui foutent rien. Il faut que, surtout que c'est des racisés, les assistés qui sont évidemment des musulmans venus de l'ex-empire colonial, ces assistés, il faut que nous les éradiquions. Il faut que nous fassions une société pure de producteurs. Si ce que nous disons à gauche n'assume pas la question du travail, mais en posant le travailleur comme le cœur de la production, et non pas la bourgeoisie capitaliste que le RN n'affronte absolument pas, évidemment. On l'a déjà montré. Évidemment. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est pour cela qu'il est absolument fondamental que nous préconisions un autre rapport au travail, non pas la fierté de gagner sa vie par son travail et puis ces connards d'assister, on va les expulser. Non, c'est la fierté de décider au travail. Et alors, comment est-ce que ça peut se traduire, cette capacité à être fier de décider de son travail ? Enfin, ou à décider de son travail. Alors, il faut plusieurs conditions nécessaires et non suffisantes, mais le livre en dégage plusieurs. Je dis tout de suite nécessaires, mais non suffisantes. Je crois qu'on ait peut-être un moment de débat là-dessus, mais les conditions nécessaires, c'est que nous ne dépendions plus de l'acte de travail que nous faisons pour avoir des ressources. C'est pour ça que vous avez théorisé le salaire à vie. Mais bien sûr, tant que mes ressources dépendent du contrat que je passe avec un employeur ou du contrat que je passe avec un fournisseur ou un client si je suis travailleur indépendant, eh bien, je vais évidemment dépendre d'eux. Je ne pourrai pas décider. La décision suppose que mes droits économiques soient un attribut de ma personne. C'est fondamental, ça, de bien poser que tout ce que nous avançons comme condition nécessaire pour qu'il y ait
inversion de la version capitaliste, pour qu'on remette la production sur ses pieds, les travailleurs, il y a une deuxième condition, c'est qu'on soit libéré de la fatalité de la dette. Avant même qu'on produise, on est endetté. Soit on est travailleur indépendant et il faut aller emprunter auprès d'un prêteur, soit on est... Pour investir. Pour l'investissement, soit on est membre d'une entreprise et ce collectif-là, il est endetté vis-à-vis, pareil, des prêteurs, des investisseurs, c'est-à-dire que alors que c'est nous qui produisons la valeur, avant même que nous travaillions, on est endetté. Et comment est-ce que vous voulez inverser ça, alors ? Changer cette dynamique? Eh bien, en s'appuyant sur des déjà-là, le déjà-là de la construction de la sécurité sociale du soin dans les années 50, 60, 70, où on a fait un travail d'investissement absolument considérable. Il faut voir ce que c'est que les hôpitaux à la fin des années 40. C'est rien. Il faut voir ce que c'est que les soins de ville. Les soignants de ville ne sont pas conventionnés, donc ils ne sont pas remboursés. Donc il n'y a pas grand-chose. Donc on part quasiment de rien. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Et au début des années 80, on est premier dans le classement mondial pendant plusieurs décennies. Oui, donc il y a bien eu cet énorme travail d'investissement pour construire ces hôpitaux, créer les outils, etc., c'est fait sans appel au marché des capitaux, sans endettement. Nous y viendrons, j'espère, mais nous avons déjà prouver qu'on n'a pas besoin de prêteur. Le prêteur, c'est un acteur inutile. Le prêteur est un acteur inutile de la production. Il faut une avance monétaire, mais aucune raison qu'elle soit à crédit. Vous, ce que vous faites, c'est vraiment le constat, évidemment, des dysfonctionnements absolument majeurs sur lesquels on est à peu près tous d'accord aujourd'hui, sur les inégalités qui augmentent, sur la crise écologique, où effectivement il y a une nécessité de refondation, de restructure du système. Vous proposez la solution communiste et vous venez de le dire, selon vous, il y a des déjà là communistes. Qu'est-ce que ces déjà là? Ce sont des progrès prodigieux, si j'ai bien compris, qu'on a déjà acquis, qui sont notamment la sécurité sociale, que vous venez de citer, qui ont permis effectivement d'avoir une protection très résistante, c'est aussi ça que vous rappelez, et une pensée, une vision du monde très différente de celle vers laquelle on va aujourd'hui. Alors, quels sont les autres déjà là, à part la sécurité sociale, qui serait un peu ce qui nous permettrait d'affirmer, selon vous, que le communisme arrive? Pas toute la sécurité sociale n'est un déjà là communiste. L'Agirc-Arrco, c'est une initiative patronale de 47 qui est une forme capitaliste de retraite. Ça, je m'en explique longuement dans mes bouquins, Prenons le pouvoir sur la retraite, etc. On le reprend aussi dans ce bouquin, bien sûr. Non, le régime général de sécurité sociale, tel qu'il est constitué en 46 par les communistes, par subversion de la sécurité sociale patronale qui est omniprésente dans les années en 45. La Sécu n'a pas été créée en 45. Ce qui se passe, c'est en 46 une subversion de la sécurité sociale patronale avec une gestion par les travailleurs eux-mêmes. Donc là, c'est un premier déjà là. C'est-à-dire que de 47 à 67, quand De Gaulle met fin à la gestion par les travailleurs du régime général de sécurité sociale, une institution dont le budget est supérieur à celui de l'État, une institution qui a force de loi, il y a une obligation de cotisation, les prestations sont réglementées, enfin, etc., etc. Vous expliquez que c'est très important, la réglementation. Oui, et bien sûr. Cette institution-là, qu'on rapporte à l'État, en général, une institution macro-sociale ayant force de loi, on le rapporte à l'État, elle est gérée par les intéressés eux-mêmes. C'est ce que Marx appelle le dépérissement de l'État, qui est un élément décisif du communisme. Parce que Nicolas da Silva, dans son ouvrage La bataille de la Sécu, a très bien montré comment l'adversaire de l'auto-organisation des travailleurs, c'est l'État. Tout au long de l'histoire, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette opposition entre une protection sociale portée par l'État et une protection sociale portée
par les intéressés eux-mêmes, elle se donne à voir donc tout au long de l'histoire. Et le cas évident, le mieux connu aujourd'hui, c'est celui du régime général de 1945-46, qui en fait n'étatise pas la protection sociale, il la socialise. Avec la sécurité sociale, c'est pas l'État qui décide. En tout cas, il ne décide pas tout seul parce que émerge un acteur collectif auto-organisé qui est cette classe ouvrière qui va décider dans les différentes caisses du régime général. Et donc, cette opposition entre État social et la sociale, l'auto-organisation, elle est absolument structurante dans la compréhension de l'émergence des formes de protection sociale contemporaines. Et donc, le communisme étant l'auto-organisation des travailleurs, il faut évidemment qu'il y ait dépérissement de l'État. Le dépérissement de l'État, c'est pas la disparition des fonctions collectives macroéconomiques supportées par la loi et par la justice. Ça, c'est absolument fondamental. Mais c'est le fait que ces fonctions macro-sociales sont non pas assumées par un appareil d'État qui d'en haut vient imposer le dispositif à des citoyens finalement appauvris d'à peu près tous les pouvoirs, sauf celui tous les 5 ans est fort illusoire d'élire des représentants. Ces fonctions-là collectives sont assumées par les intéressés eux-mêmes. Mais il y a aussi un deuxième déjà là du dépérissement de l'État qui est le statut de la fonction publique. C'est ça, le fonctionnariat. Fonction publique en France, c'est plus de 5 millions de personnes. Il y a la fonction publique d'État, 2 200 000 personnes, dont la moitié dans l'éducation nationale. La fonction publique territoriale, les agents des collectivités locales, 1 900 000 personnes. Et la fonction publique hospitalière, 1 100 000 personnes. Alors c'est quoi le statut des fonctionnaires? C'est un statut qui date de la sortie de la guerre en 1946 et qui a été complété en 1983. Il faut savoir que jusqu'en 1946, la fonction publique, elle était politisée, elle était utilisée par le pouvoir. Si les fonctionnaires ont ensuite été protégés, c'est pour éviter leur instrumentalisation, mais aussi la corruption. Le statut de la fonction publique, c'est une très très longue conquête. La fonction qui est menacée aujourd'hui, quand même, très gravement par le gouvernement actuel. Un pavé dans la mare, signé Stanislas Guerini. Le ministre bouscule les fonctionnaires. Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Stanislas Guerini a reçu hier les syndicats pour préparer sa réforme. Il veut notamment s'attaquer au temps de travail ou étudier la mise en place du salaire au mérite pour les 2,5 millions d'agents publics. Mais cette question des licenciements n'a pas été présentée selon les syndicats présents hier. Ils sont vent debout. Depuis 40 ans, ce qu'on appelle de façon un peu opérationnelle néolibéralisme, c'est une contre-révolution capitaliste du travail. Parce que la classe dirigeante s'est bien rendu compte que les conquis auxquels je fais allusion, que nous détaillons dans cet ouvrage, sont mortels pour elle. Donc, elle va s'employer, bien sûr, à les détruire. Et le but de notre ouvrage est de dire la réponse de la gauche radicale à cette contre-révolution, elle n'est pas à la hauteur, parce qu'elle n'assume pas ces conquis. Et c'est une invitation à assumer tous ces conquis en les actualisant, en allant plus loin. Le dépérissement de l'État, donc, s'exprime historiquement par le statut du fonctionnaire qui est acquis enfin par une loi portée par un ministre communiste, Thorez, qui est ministre de la fonction publique, à l'automne 46. À partir du moment où la fonction publique moderne est créée, disons sous Napoléon Ier, vous avez un serment à l'empereur. Et les fonctionnaires sont vraiment au service de l'empereur. Et ils ne peuvent absolument pas déroger à ces diktats. Il y a un appareil d'État complètement assermenté aux dirigeants, aux dictateurs. Et dès le début du XIXe siècle, dès l'apparition de cette fonction publique assermentée, vous avez un refus. Un refus parce que nous aspirons tous à la liberté, bien sûr. Et il va y avoir 1 siècle et demi de bagarre, puisque c'est qu'en 1946 que le statut va être adopté, mais nous racontons longuement cette histoire dans le bouquin, parce qu'il faut absolument actualiser ce conquis, d'un statut qui, en faisant du salaire un attribut de la personne, et non pas du poste de travail, c'est la grande différence entre un fonctionnaire et un salarié du privé. Un salarié du privé, c'est son poste qui est payé.
Parce que c'est son poste qui est titulaire de la qualification. La convention collective, elle qualifie des postes de travail, alors qu'un fonctionnaire, c'est lui qui est payé, parce que, ou elle qui est payée, parce que la qualification est personnelle. C'est ce qu'on appelle le grade, c'est né à l'armée, c'est pour cela que le vocabulaire est militaire, mais la qualification n'est pas liée au poste. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. La qualification est liée à la personne, c'est pour cela que les fonctionnaires sont payés jusqu'à leur mort. Parce qu'un professeur certifié ou un ouvrier d'État reste professeur certifié, ouvrier d'État, il est titulaire de sa qualification jusqu'à sa mort, et il est payé jusqu'à sa mort. La pension de retraite des fonctionnaires, c'est la poursuite de leur dernier salaire. Pourquoi est-ce que ça a été conquis, ça? Pour permettre aux fonctionnaires, collectivement, il ne s'agit pas d'envoyer des gens individuellement au casse-pipe, mais collectivement, de refuser des directives qui ne correspondent pas à leur sens du bien commun. Ça, pour vous, ça fait partie du dépérissement de l'État. Et donc du déjà-là communiste. Mais du déjà-là communiste, mais qu'il faut actualiser. Parce que c'est là que je parle de conditions nécessaires mais pas suffisantes. C'est nécessaire d'être titulaire de son salaire pour pouvoir s'opposer à des ordres injustes, ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant, on le constate. Vous avez des fonctionnaires professeurs qui acceptent d'enseigner un programme d'histoire-géo avec lequel ils sont complètement en désaccord. Pourtant, ils acceptent d'enseigner, alors qu'ils ont le statut qui, collectivement, leur permettrait de le refuser. Donc, ce à quoi nous invitons comme actualisation du déjà de la fonction publique, c'est que actuellement, quand un service public disparaît, un tribunal disparaît, une maternité disparaît, une poste disparaît. Alors, les fonctionnaires étant titulaires de leur salaire, ils sont recasés ailleurs. Mais du coup, ils ne se battent pas du tout pour le maintien en activité. Donc, tout l'enjeu, c'est d'utiliser le statut pour occuper les lieux, alors évidemment avec le soutien des élus locaux, etc., occuper les lieux et faire fonctionner contre l'État cette institution d'État. C'est ça l'objectif nouveau qu'il faut donner, plutôt que des déplorations sur la fin des services publics, et vous allez voir ce que vous allez voir quand on sera élu, etc., etc. Mais non, c'est aujourd'hui qu'il faut construire le communisme, c'est-à-dire cette décision par les fonctionnaires eux-mêmes de ce que devient une école qui ferme, bien sûr que non, qu'elle va pas fermer. Bien sûr qu'on va la faire fonctionner. On a un salaire pour ça, et on va s'opposer à cette fermeture. Donc ça, c'est selon vous ce qu'on a comme déjà là communiste. Vous citez également les mouvements dans les entreprises qui visent à créer d'autres formes d'entreprises, en fait d'autres formes de production, notamment les SCOP, les sociétés coopératives de production. En France, il y en a, je suis allée regarder, il y en a 4500 sur 4 millions quasiment d'entreprises. Donc c'est vraiment infime. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça fait partie de ce qui peut nous donner de l'espoir en la suite, ou en tout cas l'idée que ça pourrait vraiment altérer durablement les changements de production, puisque ça reste extrêmement marginal? Ça reste très marginal parce que dans une coopérative, ce sont les travailleurs qui sont aux manettes. Là, on a inversé l'inversion capitaliste. On a remis la production sur ses pieds. Donc vous avez une fureur capitaliste contre l'existence des coopératives, évidemment. Donc le capital va faire absolument tout ce qu'il faut pour éviter. Mais ça marche, puisque ça n'existe pas vraiment. Enfin, ça existe, mais c'est vraiment infime. Mais partons de cet existant, encore une fois. Plutôt que de se lamenter sur le caractère marginal de la chose. Comment est-ce qu'on peut sortir de la marge toutes ces initiatives alternatives? C'est premièrement par une loi se battent pour une loi. Notre livre ne dit pas que la bataille électorale est inutile. Elle dit que le cœur de la bataille politique, c'est l'entreprise, c'est le lieu de travail, c'est le service public. Mais il faut aussi des victoires électorales qui permettent de sanctionner par la loi des conquis locaux, parce qu'il faut, comme vous le signaliez tout à l'heure, l'institution à l'échelle nationale est absolument nécessaire pour que dure un dispositif communiste. L'exemple des coopératives, on voit bien le bonheur, prenez 1336, prenez les coopératives sur les glaces de Montpellier, en fait, etc. Vous avez un bonheur de décider au travail. Mais pour le moment, regardez ce qui s'est passé pour Duralex. C'est une minorité syndicale qui a proposé la coopérative, y compris la CGT, était pour le repreneur. Nous n'avons pas été éduqués du tout dans la conviction que nous sommes en capacité de faire
vivre une entreprise. On n'a pas été éduqué pour cela. On a été éduqué au contraire pour être convaincu qu'on n'est pas capable, qu'il faut des génies, des entrepreneurs. Toute cette mythologie que nous démontons complètement dans le bouquin, mythologie de l'entrepreneur. Pour le moment, il n'y a pas d'habitude collective de décider au travail. C'est en ce sens, être titulaire de son salaire, supprimer l'endettement préalable, commencer le dépérissement de l'État, le poursuivre, c'est des conditions nécessaires. Mais il faut ajouter à ça, et là, notre bouquin c'est pas l'objet de notre travail. Il faut ajouter à cela que le système éducatif doit être organisé autour de l'apprentissage de la décision en matière de production. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Pour terminer sur ce qu'on pourrait appeler ces déjà-là, ou en tout cas ce qui vous donne de l'espoir aussi, ce sont d'autres luttes. Et alors là, c'est vraiment une prise d'opposition qui n'est pas partagée par toutes les personnes qui justement se revendiquent du communisme. Vous dites que, par exemple, la lutte pour mettre fin à la discrimination de genre est une lutte profondément anticapitaliste, qui est directement liée à tout ce qu'on vient d'évoquer. Vous écrivez « À quoi servent les campagnes grotesques contre le wokisme, sinon à disqualifier toutes les luttes pour l'égalité. La lutte pour l'égalité est le feu qui anime la lutte contre la domination de la bourgeoisie. Énormément reste à faire en la matière, mais la mobilisation féministe a brisé des tabous et commence à faire chanceler la domination machiste. C'est sans doute le front de la lutte des classes qui a engrangé le plus de victoires au cours des 50 dernières années. » Pourquoi est-ce que vous faites le lien entre la lutte des classes et, par exemple, la lutte féministe, et on y reviendra un peu plus tard, mais aussi beaucoup d'autres luttes? Sur la question de la conquête de l'égalité de genre, au cœur du capitalisme, et encore une fois au cœur de l'idéologie du Rassemblement national, qui ne fait qu'exprimer la religion capitaliste. C'est vraiment fondamental, ça doit bien le poser comme tel. C'est pas le Rassemblement national, c'est pas une espèce d'idéologie bizarre de genre raciste, enfin, etc. C'est pas ça du tout. Et c'est du racisme fondamentalement. On va y venir justement. Qui repose sur l'adhésion à quelque chose de décisif dans le capitalisme, qui est l'inégalité des personnes face au travail. Pour pouvoir instrumenter les travailleurs, pour pouvoir tirer profit de la valeur qu'ils créent, donc tirer de la survaleur, du surtravail de leur travail, il faut que, en permanence, le capital s'oppose à la conquête de droits. Et pour s'opposer à la conquête de droits, la façon la plus évidente, c'est la division. Et c'est en permanence le souci du capital de générer des catégories titulaires de moins de droits. Ça a été les enfants pendant le 19e siècle, c'est massivement les enfants au travail. C'est les femmes aujourd'hui encore, mais justement la bataille féministe remporte de très grandes victoires sur ce terrain-là. Oui, vous dites c'est ce qui avance le plus vite aujourd'hui en réalité. C'est ce qu'on constate. C'est quand même sur ce terrain-là qu'il y a le plus de victoires, même si la discrimination de genre dans les lieux de travail demeure. On n'est pas du tout des bisounours. Mais encore une fois, nous, notre position, c'est appuyons-nous sur les conquis, appuyons-nous sur les déjà là, voyons-les, ne soyons pas toujours dans le discours misérabiliste, on a bien du mal, etc., etc., etc. Tout ce qui permet de s'opposer à la discrimination de genre est évidemment communiste, est évidemment un obstacle au profit capitaliste. Et c'est la même chose donc pour toutes les discriminations, enfin toute l'opposition aux discriminations racistes. Vous dites la lutte antiraciste est une lutte des classes et la lutte décoloniale de manière générale. Mais bien sûr, nous sommes dans un pays impérialiste, nous sommes dans un pays qui a eu un grand empire colonial, nous sommes dans un pays qui a encore des relations de type colonial avec de très nombreux pays. L'impossibilité d'avoir un débat sérieux sur le colonialisme israélien en Palestine en est le témoignage, et la criminalisation de toute dénonciation du sionisme d'Israël. L'impossibilité d'avoir en France
un débat sur cette question sans être aussitôt criminalisé, j'en ai encore eu des preuves, ou pas plus tard qu'aujourd'hui, montre combien la culture coloniale est au cœur du capitalisme. Aussi bien pour délocaliser dans des pays à faible salaire des entreprises qui peuvent l'être, que pour importer des populations dotées de droits inférieurs pour tout ce qui ne peut pas être délocalisé, c'est-à-dire le bâtiment, les travaux publics, l'agriculture, les soins aux personnes. Nous avons là un usage, mais de façon scandaleuse, de populations issues de l'empire colonial, de populations discriminées racialement, et je vous renvoie discriminées pour certaines, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sans papier, donc qui n'ont pas du tout la même protection que le reste des Français. Mais bien sûr, mais c'est précisément ce que montre très bien Daniel Véron dans un ouvrage tout à fait important que la dispute vient de sortir sur le travail migrant. Il montre très bien qu'il n'y a pas de contradiction du tout, aucune contradiction, entre le fait d'organiser en permanence la présence sur le territoire de travailleurs dotés de droits inférieurs, voire sans droits, puisque clandestins, comme on dit, et de lutter contre l'immigration. D'ailleurs, Mélanie, Orban, lutte contre l'immigration tout en apportant une population sans lesquelles l'agriculture italienne n'existerait pas. Oui, la dimension économique, elle a été plusieurs fois soulignée. Donc, oui, mais la lutte contre l'immigration, elle n'a pas pour objectif de faire partir cette population de travailleurs qui est absolument indispensable pour faire du bio-esclavagiste, etc., etc., etc. Non, pour vous, elle a pour but, cette lutte contre l'immigration, de les disqualifier en permanence, de dire qu'ils n'ont pas à être là, qu'ils sont sans droit. C'est pas du tout contradictoire. Mélanie et Orban luttent contre l'immigration, tout en évidemment en ayant en permanence sur leur territoire tous les migrants dont ils ont absolument besoin, dont l'agrobusiness a absolument besoin. Donc votre vision, vous, elle dénote quand même avec ceux qui se revendiquent, pour certains, du communisme. C'est-à-dire que vous, clairement, vous plaidez pour l'intersectionnalité. Pour dire, on mène toutes les luttes en même temps, et vous le précisez, il n'y en a pas une qui est moins importante que l'autre. Elles doivent être menées vraiment de front. Aujourd'hui, c'est pas la stratégie qui est adoptée par une partie de la gauche, qui, au contraire, dit que c'est trop... c'est pas stratégique de faire ça, et que ça fait peur à une partie des Français, et qu'on devrait, au contraire, vraiment revenir à la traditionnelle lutte des classes. Bien sûr, ça, nous sommes là à l'opposé de toutes ces positions qui disent que les luttes féministes, les luttes décoloniales sont de la diversion de la lutte de classe. Non, on est au cœur de la lutte de classe, au contraire. C'est pour ça qu'on préconise, par exemple, quand on préconise en enrichissement de la citoyenneté, qui est une des propositions essentielles de bouquin, enrichir la citoyenneté. La citoyenneté, c'est une invention tout à fait remarquable, liée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 89. Alors, traduisons en langage moderne, tout humain, mais c'était tout homme à l'époque, naît et demeure libres et égaux en droit. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une proposition absolument stupéfiante dans une société aristocratique où évidemment on ne meurt ni ne naît égaux en droit. Et cette déclaration-là va, contre la bourgeoisie d'ailleurs bien souvent, construire la citoyenneté comme abstraction où à 18 ans, quelle que soit son origine sociale, ses diplômes, son handicap, on est postulé en capacité, en responsabilité de la chose publique. Sauf que la bourgeoisie s'est empressée à sortir de la chose publique le travail. La politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des services publics. Aujourd'hui, le gouvernement veut que ça s'arrête aussi à la porte des universités. Et ça s'arrête à la porte des banques quand elles créent la monnaie. Donc, la question pour nous, c'est d'enrichir la citoyenneté. Et d'y mettre le travail. D'y mettre le travail au cœur. Et donc, à 18 ans, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les résidents. Oui, donc c'est même pas les personnes qui ont la citoyenneté française. Bien sûr que non. Il s'agit pas. La citoyenneté française ne doit plus être liée à la nationalité.
C'est ce que fait la première révolution d'ailleurs. Et citoyens, tous ceux qui entrent sur le territoire pour construire la République. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même moi je viens de faire la confusion. C'est-à-dire que nationalité et citoyenneté aujourd'hui sont utilisés absolument convaincus. De la même manière. Pas convaincus, sont effectivement des termes équivalents. Non, il faut sortir la citoyenneté de la nationalité. Et citoyen, toute personne résidant sur le territoire. Parce que, et citoyen, toute personne responsable de la production. Il faut que la citoyenneté inclue la responsabilité sur la production. Donc, à 18 ans, toute personne résidant sur le territoire, quelle que soit sa nationalité, ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que nous disons que la lutte décoloniale est au cœur de la lutte de classe. La lutte de classe, c'est-à-dire de la lutte pour la conquête de la souveraineté sur le travail par les travailleurs eux-mêmes. Que, à 18 ans, chacun est titulaire de 3 droits. Le droit à la qualification, le salaire de devenir un droit politique, chacun, et nous préconisons 1800 €. Là, nous reprenons les propositions de Réseau Salariat, qui est une association d'éducation populaire. Deuxième droit, le droit de propriété. Il faut évidemment être propriétaire de l'outil, sinon on ne voit pas très bien comment on peut être décideur. Propriété d'usage, donc le collectif de travail est propriétaire d'usage de l'outil. Et ça, de 18 ans à sa mort. Chacun est propriétaire d'usage, c'est-à-dire qu'il délibère au niveau de l'entreprise de ce qui va être, de l'utilisation qui va être fait de l'outil. Et puis, propriétaire patrimonial. Alors, c'est pas les mêmes. On explique longuement dans le bouquin que c'est pas bon que ce soit les mêmes qui soient à la fois propriétaires d'usage et propriétaires patrimoniaux, parce qu'un outil, ça sert et puis ça vaut. Donc, qu'est-ce que devient un outil en termes de valeur? Là, c'est un autre collectif, pas le collectif de travail, un collectif territorial, disons correspondant à l'ère d'attraction ou de présence, disons, de l'entreprise sur le territoire. C'est pas la même assemblée délibérative pour une industrie de réseau comme la SNCF ou pour une boulangerie locale. Bien sûr, ça va pas être au même niveau territorial. Ça, c'est le deuxième droit, droit de propriété. Et puis, troisième droit, parce que l'économie, c'est pas simplement des entreprises isolées, il faut aussi coordonner tout cela. Donc, le droit de création monétaire, il faut absolument que les citoyens deviennent à l'initiative de la création monétaire, alors qu'elle est entièrement aujourd'hui hors de la politique. Et puis, le droit de décider des accords internationaux, le droit de décider des implantations d'entreprises sur le territoire. Vous, ce que vous faites dans ce livre et dans vos précédents ouvrages et dans l'ensemble de votre travail, c'est de proposer un modèle de société, un modèle économique qui est fondamentalement différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Mais évidemment, à la lecture de votre livre, on a la sensation que c'est impossible. Ou en tout cas, c'est comme ça que c'est la première perception qui nous vient. On a la sensation que c'est idéaliste, que ça relève de l'utopie et qu'on n'y a pas accès là tout de suite. Évidemment pour déjà ce que vous décrivez, mais aussi, moi je trouve, sur le terme de communisme, une émission qui s'appelle le communisme qui vient, pour beaucoup, ça va paraître anachronique. Beaucoup vont se dire que c'est déjà un mode de pensée qui date d'il y a trop longtemps et qui porte avec lui des représentations extrêmement négatives dues au régime communiste sanglant et à toutes les horreurs qui se sont déroulées dans l'histoire. Est-ce que, premièrement, vous pensez réellement que ce que vous défendez dans ces pages est réalisable sur un temps relativement court? Et deuxièmement, pourquoi l'emploi de ce terme communisme qui est, encore une fois, si connoté? Alors, sur la réalisation possible, bien sûr, alors relativement court, ça, je n'écris pas l'histoire à venir. Moi, je suis chercheur qui essaye de comprendre les dynamiques en cours. Ce qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle un point de vue contradictoire sur les choses. Souvent, on analyse le capitalisme comme un système de domination qui génère des victimes avec lesquelles on va être solidaire, des machins comme ça. Non, Marx n'analyse pas du tout le capitalisme comme ça, et c'est pour ça qu'il faut revenir à des textes anciens. Mais certains vous diront que c'était un autre système économique à l'époque, ça s'applique pas aujourd'hui. Oui, alors, les économistes qui enseignent l'économie mainstream à l'université, aujourd'hui, ils se réclament d'auteurs qui sont éventuellement bien plus anciens que Marx. C'est pas l'ancienneté des auteurs qui disqualifie leur importance. Ce qui est très important chez Marx, c'est qu'il a une analyse des contradictions du capitalisme. Quand on lit Marx, c'est toujours ouvert.
On n'est pas enfermé dans un système de reproduction, de domination. Il y a en permanence, dans la dynamique même du capitalisme, parce qu'il nie les travailleurs, le produit du travail, dans leur réalité, pour les instrumenter au service du profit, il y a en permanence des résistances, en permanence, et il y a en permanence des innovations, il y a en permanence des organisations qui conquièrent des choses, et ça ne s'est pas arrêté aujourd'hui. Nous avons vu combien les femmes sont aujourd'hui en capacité de sortir de la minoration sociale dans laquelle le capitalisme les met, du côté des coloniales aussi, donc il y a des victoires. Depuis les années 70, on a inventé la catégorie jeune en matière d'emploi. Tout à fait. Jusqu'en 75, les travaux sur l'évolution des salaires de 45 à 75 sont tout à fait nets. Jusqu'en 75, vous avez une hausse du salaire d'embauche. Oui, après ça s'effondre. Qui fait que dans les familles ouvrières dont la carrière des parents est assez plate, les enfants sont pratiquement embauchés au niveau de salaire des parents. Ce qui a des effets sociaux extrêmement intéressants. Ça légitime l'investissement scolaire, ça légitime l'école, ça permet des mises en couple beaucoup plus tôt, ça permet une indépendance financière vis-à-vis des parents. Aujourd'hui, des jeunes qui n'aiment pas éperdument leurs parents, voire leurs grands-parents, ils sont foutus. Parce qu'on est de plus en plus dépendant du soutien familial et de l'héritage. Mais bien sûr, j'ai envie que mes enfants et mes petits-enfants m'aiment, mais pas parce qu'ils ne sont pas dessous. Cette vertu énorme de la progression du salaire d'embauche a été stoppée. Stoppée au milieu des années 70. En attendant quoi? En attendant ce qui s'est passé. Si vous stoppez la hausse du salaire d'embauche, tous les salaires en aval vont être eux aussi voir leur progression se réduire. C'est pour ça qu'on est passé de 70% du salaire dans le PIB à 60% aujourd'hui seulement, et 30% pour le profit. Donc là, et 40% pour le profit, alors que c'était 30% il y a 40 ans. Donc l'interruption de la hausse du salaire d'embauche s'est accompagnée de tout un discours sur les pauvres jeunes sont victimes d'un chômage. Alors, sur des statistiques qui ont été entièrement truquées, ça C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a eu confusion entre taux de chômage et poids du chômage. Quelle est la différence entre les deux? Elle est énorme. Globalement, le taux de chômage chez les jeunes, il est de 25%. Si on prend les 18-25 ans. Bon, c'était les chiffres de l'époque. On a dit, 1 jeune sur 4 est au chômage. C'est entièrement faux. 1 jeune actif sur 4 est au chômage. Au numérateur, vous avez les chômeurs, au dénominateur, vous avez les actifs, vous n'avez pas la population totale dans le taux de chômage. Or, 70% des jeunes, des 18-25 ans, sont à l'école, ils ne sont pas dans l'emploi. Donc, c'est le quart de 30% qui est au chômage. Aujourd'hui, ils sont plus autant à l'école. On est toujours approximativement dans les mêmes parce qu'il y a, comme il y a les alternances, les stages, tout ça qui n'est pas forcément compté. Bien sûr, mais enfin, je parle de ce qu'on appelle le taux d'emploi. Les alternances ne sont pas comptées dans le taux d'emploi. Et donc, on a un dispositif qui génère le chômage pour 8-9% à peu près de la population. Ce qui est à peu près la moyenne du chômage, je prends les années 70, là, quand on crée tout ce discours, qui est à peu près la moyenne de toutes les catégories d'âge. On est un peu en dessous de 10% de poids du chômage, quand on rapporte les chômeurs à la population totale, et non pas simplement à la population active. Donc, par cette confusion éhontée, je me souviens à l'époque, moi j'étais chercheur dans ces domaines-là, mais je disais à l'INSEE, mais enfin vous protestez pas contre ce discours qui confond poids et taux de chômage. Là encore, ça fait partie de cette... on est impuissant, vous voyez. C'est des fonctionnaires à l'INSEE pourtant, ils sont pas impuissants. Mais non, on accepte de faire des travaux avec lesquels on est en désaccord. C'est tragique. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous sortions de là. Et c'est pas. Et ça, c'est ça le gros chantier que nous avons à créer maintenant. Mais justement, je vais dire sur quoi on peut s'appuyer pour le créer ce chantier-là, parce qu'il existe que ça devienne réalité. Absolument.
Et ça a commencé par le plan jeune de Raymond Barre, en 76, 77. C'est les jeunes 16-18 ans en échec scolaire. Bon, pour cela, on va créer les missions locales, des machins comme ça. Bien. Puis ensuite, vous allez avoir les TUC et les SIVP en 84. Vous allez avoir les contrats emploi solidarité sous Rocard. Vous allez avoir les emplois jeunes dans la gauche plurielle. Vous avez aujourd'hui les contrats de service civique. Enfin, tous ces trucs-là, toutes ces mesures jeunes. Et qui précarisent en réalité. Mais si vous prenez les emplois jeunes, 40% des emplois jeunes, c'est Bac+2. On n'est plus dans l'échec scolaire, on est à Bac+2. Et c'est pas les 16-18 ans. On peut contracter un emploi jeune jusqu'à la veille de ses 30 ans. Donc on est jeune jusqu'à 35 ans. De 18 à 35 ans, aujourd'hui, on est jeune, on s'insère, comme on dit. On a inventé ce terme absolument invraisemblable d'insertion, un truc qui n'existait pas avant, on n'a pas besoin de s'insérer. Ils avaient accès directement au droit du travail, normal. Et ça donne quoi, ça? On peut le lire sur un mode misérabilis, effondrement des droits des jeunes, etc., etc. Donc, Bernard, t'as proposé du communisme, enfin, ça ne peut pas marcher, tu vois bien qu'on est dans une diminution des droits, etc. C'est une dimension de la réalité. L'autre dimension, celle que Marx nous invite toujours à voir, parce que Marx nous invite toujours à voir la contradiction dans une réalité, c'est que, à la différence de ma génération, moi je suis nettement d'avant, les mesures jeunes, d'accord? À la différence de ma génération, où l'idée même d'être maître de son travail n'était pas important. On était embarqué, et de façon absolument remarquable, dans la conquête de droits des travailleurs. On a conquis le salaire à la qualification de la convention collective, on a conquis le statut de la fonction publique, des choses comme ça, qui sont absolument décisifs. Mais en revanche, sur le contenu du travail, on fermait notre gueule. Ces jeunes qui n'ont pas accès à la qualification normale, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont dans la dissidence. Ils créent autre chose. Et c'est cela que vous mettez en valeur dans le livre. Qui correspondent à leur déontologie. Vous faites référence à quoi je fais référence à Blast, je fais référence à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire à toute cette jeunesse qui a décidé de ne pas faire de merde pour le capital. Après tout, si bosser pour le capital, c'est être dans des situations où nous n'avons même pas de droit, ben au moins bossons pour des choses pour lesquelles nous avons de la conviction. Et oui, parce qu'à Blast, moi je suis salarié, j'ai pas de droit direct sur la production à Blast, de droit de décision, par exemple. Je veux dire qu'il y a une efflorescence de médias alternatifs, d'accord? Une efflorescence de personnes qui entendent bien. Alors évidemment, autant que possible en ayant les droits normaux, hein, mais il y a aussi des tas d'initiatives qui reposent sur des droits du travail assez faibles, hein, mais qui sont là. Hein. Nous avons donc ça fait partie de ce déjà-là? Mais bien sûr, dans le déjà-là communiste, nous avons toute cette détermination à travailler selon sa déontologie, qui est un phénomène complètement nouveau. Et qui... oui, notamment chez les nouvelles générations. Mais ce qu'il faut absolument, et c'est là que, cette fois-ci, un parti communiste est utile. Nous n'avons pas parlé de parti communiste jusqu'ici, on a parlé de communisme. Qu'est-ce que c'est qu'un parti communiste? C'est le fait que l'on s'organise pour sortir de la marge et devenir la norme. Et que cette marge que je crée, là, tous ces médias alternatifs, toute cette façon alternative de produire de l'alimentation, de produire de l'énergie, en fait, etc., de produire de la culture, que ça devienne la norme. C'est cela. En s'appuyant sur les déjà là. Nous insistons sur le fait que nous n'attendons pas d'abord des partis politiques, parce que les partis politiques sont aujourd'hui complètement, stigmatisés. Non, pas simplement stigmatisés, parce que beaucoup d'autres institutions le sont aujourd'hui. Très mal. Mais complètement occupés par les activités électorales et parlementaires. Et pour nous, le Parlement, c'est un lieu où la politique se met en scène, mais c'est pas du tout le lieu où elle se joue. La politique, elle se joue dans le travail. Et donc, là, il faut bien sûr des victoires électorales qui permettent à de la gauche radicale d'instituer dans la loi toute cette effervescence communiste, mais ce n'est pas au Parlement que les choses se jouent, et ce n'est pas avec les partis que les choses se jouent
en tant que parti parlementaire. En revanche, les partis, en tant que participants à l'organisation de toute de tout ce travail alternatif et à sortir ce travail alternatif de sa marge, ça, oui, là, c'est absolument nécessaire. Nous faisons des propositions en matière de sécurité sociale de l'alimentation, en matière de... En un mot, cette affaire, vous voyez, actuellement, en matière de l'alimentation, pratiquement tous les segments de la filière sont occupés en partie à la marge par des alternatifs. La production de lait, la production de blé, la production ensuite de biens transformés, bière, etc. La distribution, la restauration, on a partout des alternatifs. Des alternatifs qui produisent de l'alimentation sur un mode non capitaliste, sans faire appel au marché des capitaux, sans faire appel aux intrants bailleurs, dans une toute autre logique que l'agrobusiness, dans un rapport métabolique tout à fait autre avec les vivants non humains. Enfin, tout cela est profondément communiste. Comment les sortir de la marge ? Eh bien, en faisant ce qu'on a fait pour les soins dans les années 60. Ça suppose de subventionner les investissements, de même que l'assurance maladie a subventionné l'hôpital. Il n'y a pas eu de prêt. On a libéré les soignants de l'endettement. Il faut libérer évidemment de l'endettement tous ces travailleurs par la subvention. Il s'agit, comme on a fait pour les soignants, où on a fait une fonction publique hospitalière, on les a libérés du marché du travail. Et pareil, nous allons attribuer un salaire à la qualification personnelle à toutes ces personnes. Quelles personnes ? Les conventionnés. On a un outil. La carte vitale, c'est de la monnaie, mais qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. C'est un outil politique énorme. Nous n'allons conventionner, évidemment, donc solvabiliser la clientèle, que de producteurs qui précisément sont alternatifs. Eh bien, si nous affectons 80 milliards, c'est-à-dire 100 € par personne et par mois, à cette alternative, nous allons offrir un marché de 80 milliards. À la marge, nous allons sortir tous ces alternatives de la marge. Là, on reste dans quand même quelque chose qui est de l'ordre du programme politique. Aujourd'hui, c'est le gouvernement Barnier qui est à la manœuvre. Son programme n'est pas du tout le vôtre. Et quand on regarde ce qu'est la situation politique en France au sens partisan, au sens électoral du terme, les communistes sont très 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 loin de sortir de la marge, et même, je dirais de manière beaucoup plus générale, la gauche, les personnes qui portent des idées plus ou moins progressistes, en fait, aujourd'hui, on est tellement loin de pouvoir arriver à ça. Comment est-ce que vous arrivez à garder cet espoir que c'est vraiment possible ? Mais parce que c'est pas là que ça se joue, c'est un théâtre d'ombre. Mais les subventions... Tout le monde maintenant, c'est clair que c'est tout à fait clair que Barnier c'est une marionnette. Enfin, c'est clair pour tout le monde. Vous avez maintenant même une renonciation à voter à des tas de gens. Moi, mon problème n'est pas d'aller pousser à voter. Mais pour arriver à ces subventions... L'abstention est un acte politique aujourd'hui. C'est pas des cons qui savent pas ce qu'il faut faire, c'est des gens qui ont compris que tout ça est un théâtre d'ombre. Le lieu, et tant que nous ne déplaçons pas sur le vrai lieu de la politique, qui est le travail, tout le conflit, évidemment que nous ne pouvons pas. Mais là, vous comment on subventionne c'est ça. Comment on y arrive sans être au pouvoir ? Alors, encore une fois, la bourgeoisie, quand elle a progressivement conquis le pouvoir sur le travail, elle n'a pas conquis le pouvoir d'État, elle a conquis le pouvoir sur le travail. Elle a fait sortir la production de sa logique féodale. Et puis, c'est après qu'elle a pris le pouvoir sur l'État. Pas avant, il ne faut pas se tromper. La prise de pouvoir sur l'État, elle est après la prise du pouvoir sur la production. Et donc, mais vous avez eu des ministres bourgeois, vous avez eu Colbert, vous avez eu... Bon, donc, bien sûr qu'il faut des ministres qui expriment cette dynamique. Donc, bien sûr qu'il faut des victoires électorales. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'oppose pas du tout ce que nous disons sur le cœur de la politique, c'est le travail, à une autre proposition qu'il faut bien que toutes les dynamiques qui se créent dans le travail aient une expression
législative pour qu'elles soient durables, qu'elles aient le bénéfice de la loi, bien sûr. Ça. Et donc, il faut bien qu'il y ait une proposition portée au Parlement par LFI, par le nouveau Front populaire, etc. Bien sûr que c'est absolument fondamental, cela. Et c'est évident. Mais ça n'est pas le lieu central, c'est ça le point. Alors comment si LFI arrive au pouvoir dans ce jeu d'ombre, qui est maintenant encore une fois clairement ultra probable actuellement. Oui, mais d'accord. Mais de même qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre qui vient de ceux qui ont perdu les élections. Donc c'est quand même tout ça est quand même de la blague largement. Si LFI et le nouveau Front populaire arrivent au pouvoir alors qu'il n'y a aucune dynamique dans les entreprises pour la prise du pouvoir sur le travail, qu'est-ce qui se passera ? Bien, ce gouvernement baissera la culotte, comme tous les gouvernements de gauche ont baissé la culotte, parce que la bourgeoisie conserve son pouvoir sur l'essentiel, c'est-à-dire la production. Mais alors comment on fait, là, pour celles et ceux qui nous regardent, qui adhèrent à votre vision du monde et sur ce qui est souhaitable, qu'est-ce qu'ils font concrètement là demain pour pouvoir agir, pour arriver à cette société que vous appelez de vos voeux ? Eh bien, s'ils sont dans la marge parce qu'ils sont communistes de fait, en ne travaillant que selon leur déontologie, dans toutes les formes de dissidence que j'ai évoquées tout à l'heure, bien sûr qu'il faut absolument, mais beaucoup le font déjà, qu'ils travaillent à généraliser les dispositifs, à se battre pour une institution macro-sociale qui leur permette d'avoir un marché suffisant. C'est ce qui se fait. Moi, c'est ce que j'observe dans les débats autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous avez des expérimentations locales, mais dont tous savent bien que c'est tout à fait insuffisant, et même que ça peut être complètement une trahison de la SSA si ça reste uniquement un soutien à la consommation, etc., et non pas un changement de la production, et qui donc, et c'est là que le rôle des partis est utile, parce que les partis ont l'habitude d'activités macro à l'échelle macro-sociale pour travailler à fédérer toutes ces initiatives, à construire des propositions de loi. Prenez par exemple, s'agissant des artistes-auteurs qui ont le statut le plus dégoûtant, le plus mauvais qu'on puisse imaginer. Le droit d'auteur, c'est vraiment le statut le plus mauvais qu'on puisse imaginer. Je sais. Les artistes-auteurs se sont organisés dans la BUS, dans un certain nombre de choses, dans la sécurité sociale de la culture telle que nous la préconisons, pour déposer, c'était Daréville, le député communiste, mais qui n'a pas été réélu parce que le Front National a fait une véritable vague incroyable dans tout le sud de la France. C'était Daréville qui en était porteur pour le Parti communiste. Il faut bien sûr en permanence travailler à ce que toutes ces initiatives locales sortent de la marge, faire des propositions de loi qui permettent de créer les institutions macro-sociales. Bien sûr, évidemment qu'il faut le faire. Et pour revenir, je terminerai peut-être avec ça, mais sur le terme communisme, vous donnez une définition du terme à la fin du livre. En conclusion, vous écrivez « Le communisme désigne d'abord une poursuite de l'histoire des sociétés humaines dans la visée d'une société sans classe. Il appelle à prolonger la construction d'une authentique émancipation de l'espèce humaine loin de la guerre ou de la folle concurrence de chacun contre tous par l'invention de rapports sociaux inédits fondés sur une mise en commun de réalités essentielles à la vie de chacun et au développement de tous. » Cette définition d'une société désirable, je pense qu'elle parle à beaucoup de gens. En tout cas, de beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans des idées qui se diraient peut-être même pas forcément de gauche. Par contre, beaucoup de personnes ne se reconnaîtraient pas forcément dans le terme communisme, parce que encore une fois, ça peut être un repoussoir pour tellement de gens. Vous parliez de sortir de la marge. Est-ce que ce terme ne nous met pas immédiatement dans la marge quand on l'emploie aujourd'hui ? Alors moi, je remarque, pour avoir le mot communisme à la bouche toutes les deux phrases, que ça suscite au contraire. Alors, c'est vrai que c'est plutôt dans un public jeune
que dans un public de mon âge. Ça suscite au contraire beaucoup d'intérêt. Ce bouquin, à partir aussi des travaux de Lucien Sèvres, enfin de toute une série de travaux de philosophes sur la tradition marxiste, et je renvoie particulièrement à ceux de Lucien Sèvres, qui sont particulièrement importants, montre comment chez Marx et Engels, le communisme, ça n'a absolument rien à voir avec ce que Lassalle préconise. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le principal mouvement ouvrier, c'est le mouvement allemand. Et son penseur, c'est Lassalle. Et Lassalle, il pense le capitalisme comme une structure de domination dont on ne peut sortir que par une espèce de grand soir où on prend le pouvoir d'État. Rien d'anticapitaliste ne peut naître dans le capitalisme. Lecture totalement amarxienne, puisque Marx, au contraire, c'est lui qui analyse le capitalisme comme le lieu de la contradiction, au contraire, qui génère une lutte de classe, une classe révolutionnaire, et une classe révolutionnaire, c'est une classe pour soi qui est en capacité d'instituer une alternative au capitalisme dans le capitalisme même. Donc Marx et Engels se battent contre, c'est la critique du programme de Gotha, enfin, etc., contre cette position qui est dominante dans le mouvement ouvrier allemand, qui est, il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, après il faut du socialisme d'État, avec un bon État qui fait une bonne politique, et puis après on verra pour le communisme. Marx dit pas du tout, il ne fait pas du tout de la prise du pouvoir d'État le préalable, absolument pas. Il définit le communisme comme le mouvement interne au capitalisme dans lequel nous sortons du capitalisme. Et c'est ce que va très bien exprimer un très très bon germaniste qui lui avait lu tout Marx, Jaurès. Jaurès, alors qu'au début du XXe siècle, ou fin du XIXe, seule une minorité des textes de Marx sont traduits en français. Et donc le mouvement ouvrier français s'appuie sur des textes extrêmement lacunaires de Marx. Jaurès, lui, il a très bien lu Marx, et il va parler de réforme révolutionnaire. C'est ça la dynamique. Réforme révolutionnaire. Le drame, c'est que les partis qui s'appellent communistes vont adopter le même point de vue, bien après la mort de Marx et d'Engels, le même point de vue que les partis sociodémocrates inspirés de Lassalle. On ne peut pas sortir du capitalisme dans le capitalisme, il faut d'abord prendre le pouvoir d'État et faire le socialisme d'État. Donc le seul programme, c'est le socialisme. On ne se bat pas pour le communisme, on se bat pour le socialisme. Les partis se réclamant du communisme vont avoir exactement le même programme. Exactement le même. Ils vont sortir de la lecture marxienne des choses, ou non, toujours d'une lecture misérabiliste. Le capitalisme, c'est une structure qui nous oppresse, nous sommes les victimes, et donc il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, et après il y aura un socialisme d'État. Si vous prenez l'URSS, c'est pas l'Union des républiques communistes, c'est l'Union des républiques socialistes. En aucun cas, le communisme n'est à l'ordre du jour des partis communistes. Le Parti communiste français, nous le disons dans le texte, dans le bouquin, Georges Marchais, si vous prenez l'ouvrage qu'il fait autour du programme commun des années 70, le mot communiste n'est jamais prononcé. Jamais. Roussel, il a eu une phrase pendant la présidentielle, « Vous voulez pas voter communiste, mais votez pour moi ». Le communisme n'est pas à l'ordre du jour. Le communisme, c'est pour après-demain. Vous voyez, il n'y a jamais eu de moment où le mouvement ouvrier organisé a assumé les conquis comme conquis communistes. Il les a assumés comme démocratie avancée, comme premier mouvement vers le socialisme. Et du coup, il est impuissant dans la contre-révolution capitaliste pour en finir avec la fonction publique, pour en finir avec le régime général de sécurité sociale, etc., etc. Enfin, dire avec tous ces conquis, avec le remplacement de l'avance en capital par l'avance en salaire, enfin tous ces conquis énormes du XXe siècle, évidemment, sont d'autant plus facilement abattables par la classe dirigeante qu'ils ne sont pas promus, ils sont défendus. Mais quand vous êtes en défense, vous perdez forcément. Il s'agit de les promouvoir pour les généraliser. C'est ça la démarche. Et nous insistons beaucoup sur le fait que c'est chez Marx que nous puisons ça. D'accord ? C'est la tradition de Marx. Est-ce que
Pour terminer, on pourrait dire que l'effondrement du système capitaliste a déjà commencé. C'est tout à fait clair que tous les pays capitalistes, alors chacun à sa façon, en Angleterre, vous avez le housing, vous avez les logements sociaux qui sont sans commune mesure avec chez nous, le logement c'est une catastrophe, vous avez le LHS, enfin vous avez le service national de santé qui a des difficultés, mais qui est aussi extrêmement progressiste. Tous les pays capitalistes du monde ont des déjà-là communistes, et ces déjà-là communistes sont effectivement plus importants aujourd'hui qu'hier. Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Bernard Friot d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre dernier livre, coécrit avec Bernard Vasseur, Le communisme qui vient, est disponible aux éditions La Dispute. Et vous ? Que pensez-vous de l'analyse de Bernard Friot? Que pensez-vous de l'emploi du mot communisme? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, la partager autour de vous ou nous soutenir financièrement. Car je le rappelle, Blast est un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Et pour continuer, nous avons besoin de vos dons ou de vos abonnements. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt.